Cette semaine au Balado, on parle de l'horreur absolue des Epstein Files avec le journaliste Rémi Tell. Et Jérôme Blanchet-Gravel fait le point sur la baisse drastique des infractions frontalières au sud des États-Unis ainsi que de la crise humanitaire à Cuba. Tout cela et bien plus dans votre libre podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Cette semaine à l'émission, nous allons d'abord parler des Epstein Files et se joint à moi pour l'occasion, Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef à Libre Média. Bonjour Jérôme. Bonjour Francis. Qui nous rejoint du Mexique et nous sommes également en compagnie de Rémi Tell, journaliste collaborateur à Libre Média. Bonjour Rémi. Bonjour Francis, bonjour Jérôme. Alors, Rémi Tell, vous avez récemment écrit un bel article qui nous a plongé dans l'horreur, si on en croit le titre, plongé dans l'horreur absolue des Epstein Files. Alors, de nombreux courriels relatifs au dossier Epstein ont été révélés, disons, il y a une deuxième, troisième, quatrième vague de révélations, justement, qui font explicitement référence au viol, à la torture, au meurtre de mineurs même. Donc, on est vraiment dans l'horreur, telle que vous le décrivez. Pouvez-vous nous contextualiser un peu tout cela? D'où viennent un peu ces nouvelles révélations pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi ce dernier chapitre de la saga? Le Congrès américain a voté un Epstein Transparency Act, pardon pour l'accent très Frenchy, qui contraint donc le département de la justice américain à publier le contenu des documents qu'il possède sur l'homme d'affaires, son réseau et leurs activités délictuelles et criminelles. Et donc ces révélations en fait s'inscrivent dans ce cadre-là, sachant qu'il y a eu plusieurs vagues déjà, une nouvelle un peu plus sordide que les autres, mais a priori on aurait encore 3 millions de documents qui ne seraient pas publiés, sans doute les documents d'ailleurs les plus sensibles, tant du point de vue de ce qu'on y voit, que des personnes qui pourraient être impliquées. Et cette nouvelle vague, jusqu'ici, on était resté, je trouve, dans une appréciation qui était évidemment négative, mais qui se cantonnait à certains milieux dissidents. Et là, on a l'impression que le mur du son a été percé un peu de toutes parts, que ce soit en Amérique ou en Europe, avec de grands médias qui commencent à en parler, et puis des noms aussi qui commencent à sortir. De premiers troubles un petit peu en Europe, la princesse héritière de Norvège a été mise en difficulté, on a eu des démissions au Royaume-Uni, on apprend au moment où on enregistre cette émission que la justice française disposait des documents Epstein depuis 6 ans et qu'elle n'en a a priori rien fait. Il passait 6 mois de son année en France, donc il y a beaucoup d'activités qui ont dû avoir lieu à Paris. Et donc, on voit une petite pointe de l'iceberg émerger, mais on n'a pas fini, je crois, d'entendre parler de cette affaire et de constater les répercussions qu'elle aura au point de vue symbolique et politique. Rémi Tell, les agences de presse nous avertissent déjà de la circulation de ce qu'on appelle évidemment des fake news, de beaucoup de désinformation. Évidemment, on peut questionner un peu la stratégie également du département de la justice américain, finalement relâcher dans la nature une quantité d'informations assez phénoménale et forcément les internautes essaient de faire le tri des fois plus habilement que dépendamment du travail effectué. Comment vous trouvez cette mise en garde déjà des grands médias, des informations, fake news, attention? Est-ce que vous les trouvez juste dans leur traitement ou plutôt encore complices finalement de ces réseaux transnationaux? Les grands médias se sentent là clairement dépassés parce qu'ils n'ont pas fait leur travail depuis très longtemps sur cette affaire. La mise à disposition du public laisse à chacun la possibilité à la fois de consulter les documents et puis de les interpréter, parce que parfois il y a des formulations qui peuvent être équivoques et qui évidemment font travailler l'imagination. Il n'empêche que ce qui aujourd'hui se dessine est corroboré par
les témoignages d'un certain nombre de victimes par des éléments matériels également. Et donc, on peut se demander si le système n'est pas en train de tenter d'étouffer un petit peu cette affaire. En Europe, c'est assez curieux de voir que, en parallèle des Epstein Files, sortent un certain nombre de dossiers de pédocriminalité, dont un dont on pourra peut-être reparler parce que il pourrait faire grand bruit, notamment en France. Et on a l'impression qu'il y a des tentatives de contre-feu qui sont en train d'être allumées, et on ne peut que regretter évidemment que la grande presse, n'ait pas fait son travail depuis toutes ces années. Donc, le système ne tire toujours pas les leçons quand même de cette crise de la représentation aussi, parce qu'une des répercussions, forcément, c'est la baisse de confiance du public envers l'establishment. Et on est devant des grands médias qui s'entêtent à nouveau. C'est quand même incroyable. Oui, complètement, et qui se désolent même que ça fasse le jeu des complotistes. C'est ce qu'ils expliquent. Et d'ailleurs, on a vu en Europe des journalistes qui ont micro ouvert sur toutes les plus grandes chaînes se désoler, presque comme si le plus grave dans cette histoire, c'était que la publication des documents Epstein confirme un certain nombre de théories qui étaient présentées comme conspirationnistes, plutôt que de constater ce qu'aujourd'hui tout le monde peut constater, c'est-à-dire l'existence d'un réseau international pédocriminel et qui réunissait autour de lui la complaisance d'une très grande partie de l'élite mondiale, et peut-être même la participation directe d'un certain nombre de personnalités. Donc il y a aussi dans le discours médiatique cette espèce d'inversion accusatoire, comme si c'était le problème du complotisme et pas le problème de la défiance légitime qui naîtra de la publication de ces documents. À la défense des grands médias, je veux quand même souligner qu'il y avait eu un documentaire publié sur Netflix, donc on peut les considérer quand même comme des grands médias, même si c'est plus dans le domaine du divertissement, mais il y a un grand documentaire qui avait été fait, publié en 2020. Là, son titre, c'était Jeffrey Epstein, pouvoir, argent et perversion. Donc, on voyait des victimes et tout ça. Donc, c'était lu dans le récit du mouvement MeToo davantage, ce scandale-là à l'époque, en 2020. Donc là, on a changé un peu de paradigme, notamment parce qu'on n'est pas seulement dans la prostitution et disons, juvénile, mais là, vous racontez qu'on voit des questions de viol, de meurtre et tout ça. Donc, on est vraiment dans le trafic humain, là. Donc, il y a comme une gravité, une gradation que nous révèlent un peu les documents. Donc, comment est-ce qu'on peut justement lire, c'est-à-dire que cette tentative de diversion. Rémi Tel, vous venez de parler d'une volonté de détourner l'attention en relisant ce scandale à la lumière du procès du complotisme plutôt que faire, disons, le procès des médias qui n'en ont pas fait leur boulot sur ce cas. Est-ce qu'on peut y voir davantage une volonté, on pourrait dire, de classe, c'est-à-dire les grands médias refusent de traiter ce qui vient du bas, ou est-ce que c'est vraiment volontairement pour protéger des acteurs politiques, selon vous? On a sans doute le même genre de réflexe qui a présidé en réalité à la constitution et au maintien de ce réseau, le sentiment d'une élite intouchable, qui peut se dispenser de rendre des comptes et qui peut user du bas peuple pour son intérêt et pour son bon plaisir, d'une certaine façon. Évidemment, je ne mets pas sur le même plan le travail défaillant d'un certain nombre de grands médias avec les actes criminels du réseau Epstein, mais on a quand même une sorte d'écho de classe dans cette volonté de discréditer ou d'atténuer d'une certaine façon l'ampleur des révélations. Effectivement, il y avait eu des articles depuis quelques années, il y a eu ce documentaire sur Netflix, mais on s'était contenté de dépeindre un petit peu Epstein comme une espèce de vieux satyre obsédé par les adolescentes de 17 ans et demi et qui allait recruter à la sortie des lycées de Palm Beach pour obtenir des massages. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quand même très loin de tout cela et qu'il y a sans doute des faits
bien plus graves qui en réalité se sont produits et un fonctionnement beaucoup plus inquiétant au sein de ce réseau, rappelant quand même que les échanges que nous avons à disposition, ce sont des échanges notamment sur des boîtes mail, des boîtes Gmail, et donc on peut imaginer que ces personnalités quand même très introduites dans le monde de la tech, des services de renseignement, etc., ne documentaient pas leurs pires méfaits sur Gmail. Donc c'est pour ça qu'on a sans doute affaire à la partie immergée de l'iceberg, et un certain nombre de personnes qui sont directement reliées au dossier le disent. Je pense par exemple à la dernière compagne de Jeffrey Epstein, qui a été la destinataire d'un virement de plusieurs millions de dollars juste avant sa mort, et qui explique sur son compte X, officiel et public, que la vérité est beaucoup plus sombre que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui à la lecture de ces documents. Elle a comparu notamment cette semaine et elle a fait appel à au cinquième amendement, c'est-à-dire son droit à garder le silence. Donc, il y a des tractations qui se font. Quels sont les différents pouvoirs en jeu qui, par exemple, dans le gouvernement américain actuel et disons, parce qu'aux États-Unis, un peu partout, on présente souvent les élites, entre guillemets, comme un bloc monolithique. D'une certaine façon, on peut voir un peu ça dans l'affaire Epstein parce qu'on voit les présidents démocrates républicains, l'extrême gauche, Noam Chomsky apparaître avec Steve Bannon et tout ça, etc. Donc, on voit comment il y a, oui, peut-être une élite qui, malgré l'apparence de conflit, est une. Mais en même temps, il y a eu quand même l'émergence de ce dossier Epstein et des révélations. Et donc, il y a nécessairement aussi parmi les élites, des élites qui bénéficieraient qu'il y ait une condamnation, qu'il y ait des condamnations et tout ça. Quels sont les différents pouvoirs en jeu aujourd'hui et à qui pourrait éventuellement, parmi les élites, profiter, disons, des condamnations et des révélations de Ghislaine Maxwell, par exemple? Premièrement, il y a peut-être un cadre institutionnel qui est plus favorable côté américain que côté européen. La présidente de l'Assemblée nationale française, qui a des connexions directes avec le rabatteur français d'Epstein, Jean-Luc Brunel, puisqu'elle était avocate au sein du cabinet qui le défendait, vient de refuser l'ouverture d'une commission d'enquête en France sur ce réseau. Peut-être que le cadre américain, au niveau du Congrès, est un petit peu plus protecteur et fertile pour la manifestation de la vérité, et il faut en ça sans doute saluer l'engagement de ces deux représentants, Macy et Cana, qui semblent quand même très déterminés à ce que la vérité se fasse jour. Et puis effectivement, il y a une dimension dans ce monde des affaires, sans doute, peut-être de revanche, à la fois de ceux qui ont refusé d'intégrer ce courant, et on voit notamment comme Elon Musk a frôlé un petit peu d'une certaine façon le réseau Epstein, mais sans jamais s'y intégrer, et semble aujourd'hui désireux de faire toute la lumière sur ce sujet. Et puis d'un autre côté, des gens qui ont peut-être été insérés au sein du réseau, qui en avaient une connaissance directe, et qui, pour se dédouaner et pour sauver leur peau, d'une certaine façon, sont prêts à tout vendre. Donc, à la fin, les requins se mangent aussi entre eux. Ce qui illustre quand même les agissements d'Epstein, c'est cette forme de déconsidération pour toute norme extérieure à son intérêt propre. Et c'est là que le diable porte pierre. Il est possible qu'à la fin, pour se sauver les uns les autres, ils mettent en lumière leurs propres méfaits. En ça, d'ailleurs, Ghislaine Maxwell, qui s'est réfugié derrière le cinquième amendement de façon évidemment assez lâche et psychopathe même, peut-être pourrait être un élément de révélation, mais je ne crois pas que ce soit par là qu'on connaîtra la vérité. À mon avis, c'est la pression politique aux États-Unis et de l'opinion publique qui aidera à faire toute la lumière sur ce dossier. Parlons Rémitel, des dérives sectaires du groupe. Il y a encore cette volonté de nier donc ces actes pédocriminels, la nature
païenne, en quelque sorte, de ces actes. Vous avez interrogé l'intellectuel français Sylvain Durin à propos justement de la résurgence de mentalités primitives qui pourraient mener à ces pratiques. Qu'est-ce que ça dit sur la psychologie de ce groupe et comment vous voyez ça? Moi, je dis sectaire, bon, certains disent satanique. Quelle est votre lecture de cette psychologie néo-religieuse, de ces actes occultes et tout ça, là? À mon avis, il y a deux grilles de lecture possibles. Il y a une première qui est une lecture institutionnelle d'une certaine façon et économique, à savoir la réunion dans des mains oisives d'un pouvoir considérable, parce que le capitalisme financier fabrique des revenus passifs, et c'est aussi l'histoire du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, des élites qui ne savent plus quoi faire de leur pouvoir, et peut-être que le meilleur moyen d'en sentir encore le frisson, c'est de le projeter contre les plus vulnérables, contre les enfants notamment. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre presque du mécanique, je trouve, dans ce fonctionnement. Et puis, il y a une dimension effectivement symbolique et même religieuse. Le compte bancaire d'Epstein était dénommé Baal. Baal, c'est une divinité qui a été à laquelle on vouait un culte un peu en Mésopotamie et en Égypte, dans les pays de langue sémitique à l'époque, sur le territoire de Canaan, et qui a été au moment de la découverte ou de la révélation plutôt du monothéisme, une forme de contrepoids à Yahvé, puisque Yahvé se manifeste au peuple juif à l'exil, et pendant l'exil, en fait, une partie qui est minoritaire des juifs continue de rejeter Yahvé et se tourne vers cette divinité Baal qui est beaucoup associée à l'agriculture et aux forces naturelles, donc aussi à la sexualité, et qui, au fur et à mesure des siècles, dans des milieux extrêmement divers, va devenir un peu le totem du dieu mauvais, d'une certaine façon. Dans le Premier Testament, on parle du Moloch, c'est-à-dire du dieu des ignominies, et qui sera rejeté justement par les Juifs dans le Premier Testament, mais c'est une forme d'hérésie comme ça qui se répand et dont on observe aujourd'hui la résurgence. À mon avis, il y aurait beaucoup de réflexions à mener sur la question de la modernité et de la façon dont la sécularisation du monothéisme, notamment au sein du judaïsme, a pu permettre la résurgence de ce type de culte. Et effectivement, j'en termine par là, vous trouvez ce qu'on appelait des tophètes dans tout le bassin méditerranéen. Il y en a à Carthage, il y en a en Grèce, il y en a en Sicile. Et c'était des lieux dans lesquels on allait sacrifier des enfants, des nouveau-nés en règle générale, pour la déesse ou le dieu, je sais pas, Baal. Et c'était des sacrifices par milliers. Dans un premier temps, on prenait le nouveau-né des familles nobles, qui donc sacrifiaient leur propre enfant pour cette divinité. Et puis après, on a été en fait voler les bébés des étrangers présents sur place. Et c'est là où effectivement il y a un certain nombre de choses qui peuvent faire écho quand même avec le fonctionnement du réseau Epstein tel qu'on le dessine, tel qu'il se dessine aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a une dimension quand même assez eschatologique, à la fois dans la nature du mal, dont on voit bien que c'est un mal d'un ordre différent de ce mal de tous les jours. C'est Arendt, il y a le mal radical, la banalité du mal et le mal absolu. Là, on est quelque chose dans l'ordre du mal absolu. Et puis aussi, d'ailleurs, dans ce dévoilement, parce que en réalité, l'affaire Epstein, le monde n'est pas pire qu'avant. Simplement, il se dévoile. Et donc, dans une sorte d'aspect presque apocalyptique, apocalyptein en grec, c'est le dévoilement qui se produit aujourd'hui sous nos yeux.
Ce qui est intéressant, ben, justement, ces deux grilles d'analyse du phénomène comme tel, de ce réseau organisé qui, bon, oui, bon, avec la prostitution et tout ça, donc il y a une grille religieuse et une grille institutionnelle. On peut voir aussi comment le capitalisme, on met souvent la marchandisation des corps, ce qu'on peut voir notamment, par exemple, avec bon, la gestation pour autrui qui est fait dans des pays où, etc. Là, et donc, l'Occident riche va se faire des enfants Donc, on est véritablement, selon vous, il y a un lien entre cette sécularisation, c'est-à-dire ce monde qui se prétend sans référence à la transcendance, et avec ce retour du néo-paganisme. Fait que d'une certaine façon, on ne peut pas s'en sortir du religieux, là. Même ceux qui prétendent être les plus pragmatiques, les plus rationnels, les plus en dehors de tous les systèmes moraux, finalement, eux-mêmes finissent par se projeter eux-mêmes dans un symbolisme religieux. Et en l'occurrence, ici, c'est intéressant que vous souligniez la référence à la divinité Baal, qui était véritablement une tentation pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc, on voit à quel point c'est même la culture d'Epstein, parce qu'il mettait en avant ses racines juives et sa culture, sa judéité, d'une certaine façon. Donc, on voit qu'il y a cette tentation vétérotestamentaire est toujours présente et elle ne se cache même pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, nous, disons, qui vivons dans la culture mainstream où ces références religieuses n'ont plus véritablement leur place? Comment est-ce que comment, selon vous, on peut faire comprendre l'importance de connaître ces éléments qui nous apparaissent ésotériques, même s'ils font partie de la culture occidentale, pourrions nous dire? Premièrement, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a une donnée communautaire dans cette affaire Epstein, et j'ai suffisamment été traité de suppôts d'Israël et d'agents du Mossad pour pouvoir le dire sans qu'on m'accuse de quelque arrière-pensée mauvaise. Et précisément, je le disais, on a affaire là à une hérésie, en fait, juive des premiers temps du judaïsme, et non pas au judaïsme en tant que tel. C'est pour ça d'ailleurs que le judaïsme en tant que tel va nommer cette divinité Baal comme Moloch, c'est-à-dire le dieu des ignominies. Et le travail en réalité des Juifs dans le Premier Testament, on trouve ça dans le livre de Jérémie par exemple, ça va être de mettre fin précisément à cette hérésie. Mais effectivement, il y a une donnée communautaire qui me semble être indéniable si on veut analyser l'affaire de façon sérieuse. Et René Girard expliquait que par le sacrifice ultime, c'est-à-dire le sacrifice de son propre fils, Dieu avait retiré précisément la logique sacrificielle du monde. Puisque à côté, les bœufs, les agneaux, les colombes n'ont plus la moindre valeur. Et c'est pour ça que c'était le sacrifice parfait, celui qui se rejoue à chaque messe. Et donc, le refus, d'une certaine façon, du Christ, d'une certaine manière, maintient dans cette atmosphère humaine qui existait avant cette ère nouvelle, et d'ailleurs y compris bien au-delà du judaïsme, qui était celle du sacrifice et du sacrifice humain en particulier. C'est pour ça qu'on peut le lier aussi d'ailleurs à une forme de néopaganisme. Sans doute qu'il y a une certaine fixation, hein. Soyons honnêtes, il y a sans doute la fixation d'une forme de psychopathie sur une croyance et la volonté de lui donner une sorte de patine, si vous voulez, à la fois philosophique et en même temps religieuse, alors que c'est Mais en même temps, c'est des choses que et notre ami Jérôme le sait, lui étant au Mexique. Bon, les sacrifices humains, c'est des pratiques qui, bon, dans l'histoire de l'humanité, étaient, on pourrait qualifier de même communes, malheureusement. Donc, il y a quelque chose de psychopathique au niveau social aussi. Et donc, disons, les civilisations pré-monothéistes
avait une certaine forme de barbarie intrinsèque. Et ça a disparu au contact du monothéisme et des révélations judéo-chrétiennes. Et est-ce qu'on peut penser que on est condamné à retourner à cet état de nature barbare si on se détache du christianisme, que ce soit par la sécularisation ou par la tentation de la croyance en Baal elle-même? Parce que vous comprenez que ça peut paraître dans une société sécularisée où on a évacué ces questions, ou est-ce qu'on a évacué même la connaissance de ces questions religieuses, et vous comprenez que ça peut paraître loufoque, d'où la volonté de ne pas en parler dans les grands médias. Mais ça alimente même cet ésotérisme, pour compléter, alimente même l'impression de complotisme, c'est-à-dire le seul fait que de nommer le sacré ou son contraire, parce que devant de tels cultes, je ne sais pas si on peut parler du sacré dans le sens où la vie ne l'est plus d'une certaine façon, ou en tout cas d'une manière totalement dévoyée. Et le seul fait que d'aborder ces questions fait de nous un peu, du moins dans la perception populaire, des illuminés. C'est-à-dire, le seul fait de ramener justement ces symboles sur la table nous associe un peu à des pratiques, à des croyances irrationnelles. Donc, comment dealer avec ça, pour le parler en bon français québécois? Et, pour répondre à vos deux questions, justement, c'est peut-être une bonne nouvelle. Premièrement, parce que ce qui était considéré comme de l'ordre de la superstition et d'une forme de régression mentale, c'est-à-dire la croyance religieuse, aujourd'hui, on se rend compte que cette croyance, y compris hérétique, y compris pervertie, finalement habite les plus hautes sphères du monde économique et du monde politique. Et eux ne se trouvent pas dans une forme d'athéisme dont pourtant publiquement ils se revendiquent. Donc, d'une certaine façon, on a je crois que c'est Pascal qui parlait des témoins non suspects, on a là des témoins parfaitement non suspects, puisque dans leur rejet précisément du Christ et de la transcendance, ils témoignent d'une certaine façon de sa réalité, puisqu'ils s'engouffrent dans la polarité inverse. Et en fait, ils ne sont pas dans une négation, ils sont dans une contestation. Mais la contestation, c'est déjà la validation de l'existence. Donc en ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et justement, je crois que si on réfléchit d'un point de vue eschatologique, on est plutôt là sur une révélation, c'est-à-dire que on est en train de soulever la couverture de la bête, mais qui, dans les années 80-90, alors que les peuples occidentaux vivaient leur dernier moment d'insouciance, existait déjà. Donc c'est plutôt un processus qui se termine aujourd'hui qu'un processus qui connaîtrait une forme de quintessence. Ça suppose quand même qu'on a un rôle dans tout cela à jouer. Et effectivement, le piège de l'affaire Epstein, ce serait que par l'ampleur des révélations, par leur caractère sordide qui paradoxalement nous donne plutôt envie de fermer les yeux davantage que de les ouvrir, en fait, tout ça sorte et n'aboutisse sur rien. Et qu'on se dise, bon, and so what, quoi. C'est-à-dire, oui, d'accord, c'était comme ça que ça se passait. Et aux États-Unis, pas de condamnation. La justice française était en possession des dossiers depuis près de 6 ans et personne n'a été publiquement mis en cause. Donc ça, c'est le risque qui nous guette. Mais je crois vraiment que la conflagration là est telle, que ce soit dans les Amériques, en Europe et dans le reste du monde aussi, qui est d'ailleurs en partie impliqué, que d'une certaine façon, c'est assez inarrêtable. Et moi, il y a quand même cet espoir d'une forme d'étage final ou de stade final du dévoilement et de la révélation. Et c'est plutôt à cette lumière que je préfère lire le dossier Epstein.
Donc, selon vous, on doit garder par exemple, les grands médias refusent de traiter de cette question, disons, religieuse ou de l'analyse religieuse appliquée à cette secte, finalement, pourrions-nous dire. Selon vous, les nouveaux médias et tout ça, il faut garder cet angle et ne pas le cacher parce qu'il apporte une lumière importante sur le phénomène. Oui, bien sûr, et c'est pas pour jeter des fleurs à Libre Média, mais je voyais un camarade qui s'étonnait en France, aucun journaliste n'ait fait le travail véritablement sur les courriels. Bah, Libre Média l'a fait, et c'est la raison pour laquelle il faut continuer à soutenir ce travail, et d'une certaine façon, malgré les errements individuels, malgré les excès, malgré parfois les formes d'auto-caricature et d'auto-stigmatisation, eh bien, cette actualité valide l'instinct. Jérôme Blanchet-Gravel vous parliez d'instinct l'autre jour sur vos réseaux sociaux. L'instinct qu'ont eu ceux qui étaient qualifiés de complotistes ou de conspirationnistes, mais parce que cet instinct est guidé par une logique, à nouveau. À la fois une logique religieuse, mais aussi une logique de pouvoir. Et donc, c'est à la fois, on est à la fois saisi d'horreur, mais ne perdons pas de vue que c'est plutôt un moment de libération, en fait, et plutôt un moment de couronnement presque pour ceux qui, avant les autres et contre vents et marées, ont alerté. Donc voilà, à mon avis, il faut prendre ça avec toute la difficulté que ça provoque, mais aussi avec toute l'espérance que ça peut nous donner pour la... Et en terminant, peut-être un conseil journalistique pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'on peut distinguer d'une certaine façon, c'est parce qu'on a vu sur Internet, il y a quand même des exagérations dans l'analyse du pédosatanisme et tout ça. Comment distinguer entre guillemets les vraies sectes et les les pentes glissantes sectaires des exagérations et comment ne pas en faire une grille d'analyse globalisante qui analyserait l'ensemble des nouvelles qu'on voit là. Comment est-ce qu'on peut distinguer et comment bien l'appliquer au bon moment selon vous? Alors, je réponds à cette question avec humilité parce que pendant plusieurs années, je me suis moqué de ceux qui alimentaient les théories sur le pédosatanisme de l'élite, en considérant que ça pouvait sans doute exister, mais c'était pas à l'échelle industrielle comme ça. Donc je réponds avec beaucoup d'humilité puisque j'ai plutôt voulu fermer les yeux, et tout en étant dans cette dissidence et tout en étant dans le regard critique sur la modernité, mais je pensais pas ça possible, pour être très, très honnête. Aujourd'hui, le DOJ publie et continue de publier des documents. Il faut les prendre avec recul parce que les blagues existent, parce que il y a des sens qui sont parfois équivoques. Mais si aujourd'hui ils ne permettent pas de déterminer toute la vérité sur les agissements de ce réseau et sur ses tenants profonds, en tout cas, nous devons faire pression pour que la vérité soit faite et pour que les conséquences soient tirées de ces agissements. Un certain nom ont été déjà donnés et sont manifestement associés à des actes illégaux. Il est absolument invraisemblable que ce n'ait pas donné lieu à des poursuites individuelles pour le moment, ni aux États-Unis, ni en Europe. Mais à nouveau, et peut-être dans un excès d'espérance, il est tout à fait possible que ça fasse office d'une traînée de poudre qui soit inarrêtable, y compris d'ailleurs au sein des grands médias. Je vous donne un exemple pour terminer ma réponse, qui est celui de l'ancien ministre de la Culture français Jack Lang, autour duquel les pires rumeurs circulent depuis des années, et qui non seulement vient de démissionner de l'Institut du monde arabe qu'il présidait, mais qui en plus a été sur une grande radio française, directement interpellé sur un email qu'il avait adressé à Jeffrey Epstein, intitulé Petit Prince, dans lequel il demandait l'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités, doit-il être testé, etc. Et donc,
on a l'impression que ça y est, le coup de feu est parti et que même au sein des grandes rédactions, il sera de plus en plus difficile quand même de mettre sous le tapis ce qui est en train de sortir aux États-Unis. On le dit souvent, le capitalisme est le meilleur, est capable d'assumer sa propre critique et on peut penser que le show business lui-même pourra bénéficier de condamnations et de procès spectacles et tout ça. Et peut-être que la vérité, finalement, pourra sortir grâce justement à l'économie derrière le traitement de cette nouvelle horrible, comme vous le dites dans votre titre, Rémy Tel, plongé dans l'horreur absolue des Epstein Files. Un article à lire sur votre plume au libre-media.com. Rémy Tel, je rappelle que vous êtes journaliste français et collaborateur à Libre Média. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, dans la deuxième partie de ce balado, Jérôme, puisque notre ami Rémy Tel n'est plus parmi nous, on va analyser plusieurs sujets qui sont notamment traités en version écrite sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Le premier, immigration clandestine avec Trump, chute record à la frontière. Alors, pour Laurie Smith, à la frontière américano-mexicaine, les interpellations de migrants clandestins ont atteint en 2025 leur plus bas niveau depuis 1970. Donc, on voit d'une certaine façon qu'on soit d'accord ou non, la politique de Trump à la frontière sud du pays est efficace. C'est ça, c'est peu dit dans les médias au Québec, alors que c'est ultra important. Effectivement, l'administration Trump a réussi à baisser de manière considérable et potentiellement durable les interpellations, ce qu'on appelle les rencontres entre les autorités et des migrants. Donc, sur le terrain, c'est palpable. Au Mexique aussi, on le sent. C'est-à-dire, le Mexique, on le sait, est une zone de transit où les immigrants partent pour la majorité d'Amérique centrale pour monter vers les États-Unis. Donc, on passe par le Mexique pour se rendre aux États-Unis. Et au Mexique, on voit sur le terrain, par exemple, ici même à Oaxaca, où j'étais habitué de rencontrer plusieurs migrants, on a eu des reportages là-dessus d'ailleurs, on voit qu'il y a moins de migrants, il y a moins de fourgonnettes qui parcourent le pays. Ensuite, bon, il y en a toujours qui vont continuer à monter, mais là, on parle quand même d'une baisse historique, c'est-à-dire qu'on est passé, en 2002, on avait eu quand même plus de 2,2 millions de rencontres. C'est une nouvelle catégorie là, utilisée dans un rapport du Pew Research Center. Donc, on est revenu au niveau des années 70, imaginez-vous. Parce qu'encore une fois, ça n'a pas été beaucoup mentionné au Québec, mais on sort en fait d'une crise migratoire historique. On parle d'un tsunami migratoire qui a déferlé sur les Amériques vers les États-Unis depuis l'administration Biden, mais même avant. Écoutez, des fois, il y avait plus de gens. En une semaine, c'était plus que l'équivalent de la ville de Québec qui se ramassait à la frontière américaine en une semaine. C'est ça qui arrivait à la frontière américaine, dans l'indifférence, évidemment, totale des Québécois qui étaient toujours très prêts à juger les Américains pour les qualifier de racistes, alors qu'eux n'ont jamais connu ces problèmes-là. Les Canadiens profitent largement de cette zone tampon que sont les États-Unis pour leur sécurité. Ils sont assez ingrats à ce niveau-là. C'est ce que leur reproche Trump, d'ailleurs. Donc, écoutez, c'était important pour nous d'en faire mention à Libre Média. C'est une chute stupéfiante. Donc, le retour à des seuils d'immigration clandestine au niveau des années 60, des années 70, c'est littéralement historique. Donc, oui, ICE, méthode effectivement critiquable, assez... des méthodes de bagarreurs, finalement. Donc, des méthodes contestées de l'administration Trump, mais qui, il faut le dire aussi, profitent à la sécurité du Canada. C'est bien beau dire de juger, moraliser, mais il va quand même falloir un jour que le Canada reconnaisse qu'il bénéficie de la job sale, entre guillemets, qui est effectuée par les Américains. Qu'on soit d'accord ou non, il faut le reconnaître. Là. Donc, bref,
l'administration Trump peut, je pense, se targuer d'un grand succès ici à ce niveau-là. Puis ensuite, bon, évidemment, la question du développement, il y aura toujours des gens qui vont continuer à monter en l'absence de véritablement de développement économique en Amérique centrale, etc. Mais le message est passé. Comme quoi aussi, Francis, la communication est très importante. Quand vous avez un Justin Trudeau qui fait un tweet qui dit que le Canada est ouvert à tout le monde, oui, le message se passe très rapidement parmi les réseaux de migrants. Ce sont des gens très organisés qui utilisent les réseaux sociaux, WhatsApp. Les migrants sont très ingénieux, ont toutes sortes de réseaux, de circuits de communication qui leur permettent de communiquer, etc. Et donc, quand la communication est extrêmement importante. Donc, oui, Alcatraz, tout ça rouvert, Trump, bon, grossier, tout ce que vous voulez, mais la communication, elle est centrale. Donc, il suffit des fois, parfois, d'envoyer le message comme quoi votre pays, ses capacités d'intégration sont saturées pour finalement freiner les motivations de certains migrants. C'est assez incroyable. Je pense que c'est une leçon qu'il faut tirer, celle de la communication aussi. C'est-à-dire, si vous envoyez le message que votre pays n'a plus de frontières, oui, les gens vont arriver chez vous, vont affluer chez vous. Et si vous envoyez le message que non, ce n'est plus possible, votre pays n'est plus un bar open, eh bien, les migrants, finalement, entendent le message et sont plus réticents à entreprendre ce grand voyage. Et on peut aussi souligner, là, on était allé, moi-même, j'étais allé à la frontière, là, on peut voir un vidéo reportage que j'avais fait là, à San Diego, épicentre du trafic humain. Donc, on voyait comment la sécurité à la frontière était plus que discutable et comment ça avait des impacts sur le trafic humain. Donc, il y a disons, on en a parlé dans la première partie, Epstein et tout ça, c'est une des manifestations de ce trafic humain qui a lieu en ce moment. Et donc, les autorités doivent pouvoir essayer de protéger les plus vulnérables. Et la frontière, on a l'impression aujourd'hui que le trafic humain est nécessairement réduit à cause des chiffres que tu viens d'énumérer. Donc, on peut penser que c'est finalement une bonne chose pour, disons, les potentielles victimes. Là. Au niveau du trafic humain aujourd'hui, ça doit être disons, les passeurs et les exploiteurs doivent avoir la vie dure. Là. Ben oui, ils ont moins effectivement de proies, finalement, parce que les migrants sont des proies, deviennent les proies sur un terrain de chasse. Au Mexique, on le voit. Donc, les migrants sont une marchandise pour toutes sortes de groupes criminels, cartels. Donc, s'il y en a moins, forcément, il y a moins de victimes. Donc, moins de passages et moins de victimes potentielles d'extorsion, mais évidemment de viol et carrément de mise en esclavage. Là. On parle carrément à certains niveaux d'esclavage, de travail forcé, finalement. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il faut que l'Amérique centrale se développe. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne nouvelle de rester chez soi au Salvador? Au Salvador, la question, avec Nayib Bukele, par exemple, on peut penser que ça va s'améliorer un peu. Mais en même temps, que voulez-vous? C'est-à-dire, moi, je suis très latino-américain. C'est-à-dire, je suis pas hostile du tout à une certaine latino-américanisation des États-Unis, mais en même temps, un pays, c'est un pays. C'est-à-dire, on part du principe qu'il y a des frontières, qu'il y a une souveraineté et que les ressources ne sont pas illimitées dans un pays. Donc, les États-Unis ont le droit de rester les États-Unis, ont le droit de ne pas devenir le Mexique. Pareil pour la France, qui a le droit de ne pas devenir l'Algérie. Donc, je pense que les deux perspectives ne sont pas incompatibles. Souvent, on les oppose. C'est-à-dire, moi, je suis très capable d'avoir la compassion envers les migrants, que j'en ai interviewé plusieurs, vous le savez. C'est-à-dire, on peut être sensible envers ces gens-là qui entreprennent un voyage extrêmement difficile, mais comprendre aussi qu'un pays, comme je le répète, a des frontières, a une souveraineté, et qu'en l'absence de gouvernement mondial, les migrations ne peuvent pas se perpétuer comme ça. Là. C'est-à-dire, les mouvements de population entraînent à chaque fois des difficultés pour des États en termes de ressources, sur le plan de l'intégration culturelle. Donc, il vaut quand même mieux que la majorité des populations restent
chez elle, d'une certaine façon, on va dire très simplement. Donc, mais j'insiste là-dessus, c'est pas incompatible. Hein. Souvent, on oppose, soit vous êtes un sans-cœur, soit vous êtes un bienveillant. C'est-à-dire, je pense qu'on est capable, on est assez adulte et mature pour comprendre que ça ne s'oppose pas nécessairement. Oui, à faire preuve de compassion envers des migrants qui sont justement la cible de toutes les violences, mais d'un autre côté, comprendre une certaine insécurité culturelle des Américains, des peuples occidentaux, mais d'autres peuples aussi. Je suis allé en République dominicaine cet été. Les Dominicains sont inquiets finalement face à l'afflux d'Haïtiens qui crée une sorte d'haïtianisation, on peut dire, de la République dominicaine. Donc, les Dominicains sont très fiers, sont très hispanistes dans le sens où ils tiennent beaucoup à leurs racines espagnoles plus qu'à leurs racines peut-être africaines, mais enfin, ça, c'est un peu un tabou. Mais vous comprenez, c'est-à-dire les Dominicains ont droit aussi de garder leur identité culturelle et ils ont droit de ne pas vouloir céder toutes leurs ressources, par exemple, dans le système de santé aux Haïtiens. Là. Donc, bref, respectons les identités quand même culturelles et respectons les capacités seulement techniques et institutionnelles. C'est-à-dire, par exemple, dans le système d'éducation, vous ne pouvez pas intégrer 300 000 élèves tout d'un coup qui arrivent d'un autre pays si vous n'avez pas plus d'écoles, si vous n'avez pas plus d'hôpitaux, si vous n'avez pas plus d'enseignants. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez simple à comprendre. Là. Au-delà parce que cette analyse, disons, culturelle, on la connaît au Québec, c'est un peu notre angle d'attaque de ceux qui déprécient l'immigration. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a peut-être un lien qu'on pourrait faire parce qu'il y a une certaine concomitance. Puis là, je déploie ça devant toi, là, concomitance, parce que ce qu'on a souvent fait, c'est l'accusation de qui bénéficie de l'immigration massive. Ce sont disons, les grandes entreprises qui sont assoiffées de cheap labor pour, pour employer une analyse économique. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au même moment où on ferme les frontières aux États-Unis, c'est le même moment où l'intelligence artificielle est en train de prendre énormément d'emplois, surtout dans l'administration et tout ça. Ce qui a fait dire, par exemple, à Alex Karp, qui est le CEO de Palantir, ou même Elon Musk, plutôt cette semaine, qui parle justement qu'il y a des bureaux entiers qui vont se vider puisqu'il y avait 30 étages d'une grande tour dans nos grandes métropoles nord-américaines qui n'étaient que des personnes en train de faire des calculs et ça peut être remplacé par un petit ordinateur aujourd'hui d'une certaine façon. Donc, la demande de cheap labor d'une certaine façon ne sera plus aussi haute et donc l'apparition de l'IA arrive au même moment où est-ce qu'on ferme les frontières. Est-ce que, selon toi, il y a un lien qui peut être fait entre les deux, c'est-à-dire que les grandes entreprises n'ont plus besoin de cheap labor et donc, au même moment, les frontières sont fermées? Ben, je n'avais pas pensé, mais l'hypothèse me paraît très bonne. Donc, c'est le nouveau grand remplacement. Hein? Le premier grand remplacement, ça a été par l'immigration. Le deuxième, par la robotisation. Je pense que... Donc, oui, on sait à quel point l'économie conditionne les sociétés en général, c'est-à-dire à quel point elles peuvent favoriser même des événements historiques. Là, on donne souvent l'exemple de la Révolution française où finalement c'est la bourgeoisie qui était un peu tannée finalement de l'aristocratie qui, elle, ne produisait plus rien. C'est la bourgeoisie qui s'était mise finalement à être active sur le plan économique. C'est elle qui contribuait à la croissance économique pendant que les nobles, eux, ne foutaient pas grand-chose dans leur château. Donc, on a dit c'est la révolution du peuple, la Révolution française, mais finalement, c'est aussi une révolution bourgeoise. Donc, l'économie, les flux économiques de l'époque ont entraîné des transformations sociales et politiques en France et ailleurs. Donc, on peut appliquer la même grille d'analyse, effectivement, pour l'immigration à partir du moment où les États n'auront plus besoin de cette main-d'œuvre ou moins besoin de cette main-d'œuvre. C'est clair que il va y avoir peut-être plus un resserrement au niveau de l'immigration. Donc, ça coïncide. Et peut-être que c'est le meilleur argument. Bon, ça, c'est pas un argument, mais c'est probablement une des forces principales qui pourrait aider les partisans d'un resserrement
au niveau de l'immigration. Donc, peut-être que les Frédéric Lacroix et tout ça devraient se pencher un peu plus là-dessus. Mais je pense que c'est déjà ce qu'ils préconisent, d'axer, par exemple, d'inciter davantage sur la robotisation et moins, justement, sur l'immigration. Ensuite, ça a des limites, la robotisation, c'est-à-dire c'est encore embryonnaire et encore faut-il que le Québec s'y mette. Hein, ça prend quand même des gens qui innovent, ça prend des entrepreneurs, donc ça prend plus que une espèce de socialisme un peu de médiocre, là, celui qu'on connaît. Donc, il va falloir aussi travailler fort, hein, pour mener cette transition-là. Mais c'est clair, l'économie emmène large. Hein. En République dominicaine, moi, ça m'avait frappé dans le cadre de mes reportages, comment justement les Haïtiens, en fait, venaient travailler là, dans les complexes hôteliers et l'économie hôtelière, l'économie du tourisme de masse en République dominicaine est directement liée à l'importation justement de ces ouvriers haïtiens. Donc, honnêtement, c'est incroyable en République dominicaine comment on était devant des discours qui étaient totalement semblables à ceux qu'on retrouve en Occident, c'est-à-dire donc des gens qui nous disaient par exemple, on ne peut pas se passer d'Haïtiens parce que l'économie va s'effondrer. C'est un peu ce qu'on nous dit à Québec actuellement. Le maire Marchand qui nous dit que la ville de Québec ne peut pas se passer de travailleurs étrangers. C'est un peu vrai aussi. Donc, mais en même temps, on peut penser que justement l'IA va rendre tous ces emplois de fonctionnaires à col blanc absolument inutiles. Il faudra leur trouver une nouvelle place et ils retourneront dans les hôtels. Alors peut-être que et dans les restaurants et s'occuper justement de ces choses-là, à moins que les robots physiques arrivent plus tôt que prévu, mais on peut imaginer que ça peut être dans une dizaine d'années, quelque chose comme ça, leur apparition graduelle. Mais on peut penser que tous les cols blancs bientôt inutiles vont devoir se retrouver une place. Ils sont très bons, hein, Francis. On sait à quel point les fonctionnaires sont bons pour justifier leurs tâches inutiles. En fait, moi, je dirais que la moitié de la fonction publique, c'est juste ça, c'est-à-dire justifier sa fonction. C'est-à-dire, on est toujours dans l'auto-justification. Donc, créer des postes inutiles qui en justifient d'autres dans l'espèce de chaîne infinie Mais qui finit avec la dette. Mais est-ce que justement le mur de la dette n'est pas, disons, la fin du rêve des travailleurs inutiles? Le mur de la réalité, effectivement. On l'espère. Le réveil reste assez lent au Québec, mais on y vient. La réalité nous rattrape forcément. Donc, on y vient au Québec tranquillement. Il y a aussi, il va y avoir un renouvellement démographique. C'est-à-dire qu'on sait que les boomers emmènent extrêmement large sur le plan électoral. On a beaucoup d'auditeurs boomers qu'on salue, qui, eux, sont des éveillés au sens noble, hein, et non au sens woke. Donc, oui, on y arrive tranquillement au Québec. On peut penser qu'à ce niveau-là, il y a un certain espoir. Là. Immigration clandestine avec Trump, chute record à la frontière. Un article à lire sur Libremédia ou libre-media.com. Une autre situation sud-américaine ou nord-américaine, Cuba traverse une crise pire que celle qui a suivi la chute de l'URSS. Un article de Jérôme Blanchet-Gravel. Alors, selon toi, le pouvoir, en ce moment, est en perte de légitimité. Bon, il y a de nombreuses réformes qui sont avortées. Et là, même la question de l'essence. Et parallèlement à ça, il y a un beau reportage de notre amie Alexa Lavoie qui s'est rendue sur place, là, en undercover, comme on dit. Donc, Cuba attire l'attention, même dans nos nouvelles, puisque beaucoup de vacanciers se posaient la question existentielle, à savoir si oui ou non ils allaient écourter ou se rendre tout simplement dans leur paradis tropical. Alors, Jérôme, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Comment analyser un peu la situation? Oui, Cuba, c'est quelque chose qu'on suit de près depuis, évidemment, la capture de Maduro. Donc, j'ai fait une nouvelle entrevue avec le journaliste Gerardo Areola, qui est un ex-correspondant à La Havane, qui a été correspondant là-bas 16 ans. Travaillé pour notamment la Jornada au Mexique, journal très connu de gauche, hein, en passant. Libremédia interviewe souvent des gens de gauche, plus en Amérique latine, il faut dire, parce qu'ils sont moins woke, hein, et donc ils sont un peu plus compatibles. C'est-à-dire une gauche qui est restée plus sur des logiques économiques, plus que sur des logiques d'identité et de diversité.
Donc, je me suis entretenu avec M. Areola, une entrevue très riche dont je suis assez content et qui nous explique finalement, c'est quelqu'un qui a écrit un gros livre, là, un livre épais sur le futur de Cuba en 2021, un livre qui a été remarqué en Amérique latine en langue espagnole. Et selon lui, depuis la capture de Maduro, depuis une nouvelle pression américaine, Cuba traverse une crise pire que celle qui a suivi la chute de l'URSS, parce que rappelez-vous quand même, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des difficultés de Cuba. Là. C'est vraiment à ce moment-là que les Cubains ont été contraints d'aller faire les poubelles, par exemple, pour recycler toutes sortes de choses, et que qu'une bonne partie de l'économie on peut dire, s'est effondré finalement à Cuba. Et pour lui, c'est clair, actuellement, c'est pire. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer à quel point ça va mal à Cuba. Donc là, aujourd'hui, récemment, on ajoute à ça la pénurie de carburant. Même les compagnies aériennes annoncent qu'elles suspendent leurs vols en direction de l'île caribéenne. Donc, ça va extrêmement mal. Le régime est vraiment à bout de souffle. Et monsieur, c'est ça, Areola, qui n'est pas un type de droite nécessairement, mais qui est quand même un critique du régime. Et il évoque le manque de leadership de Diaz-Canel, le président, finalement, qui refuse toute forme d'ouverture et nous dit, et ça, je l'ai appris, que Fidel Castro, finalement, était plus ouvert d'une certaine façon aux investissements étrangers que l'est actuellement Diaz-Canel. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, là. Donc, ça va très mal. On est devant un leader qui n'est pas un très bon leader, en fait, qui est un personnage entêté. On lui doit aussi la répression des manifestations, des protestations populaires de 2021. Rappelez-vous, quand on a commencé à voir toutes sortes d'images avec les réseaux sociaux de gens dans la rue à Cuba, ça coïncide aussi avec l'apparition et l'utilisation des réseaux sociaux. Hein. Donc, on sait que Cuba contrôle l'Internet, etc. Donc, ça va extrêmement mal. On parle d'une... En fait, Cuba ne peut pas survivre en étant à sec sur le plan énergétique. Après, M. Areola, lui, est sceptique. Il ne pense pas que Donald Trump vise vraiment un changement de régime aussi radical qu'on pourrait l'imaginer. Il ne croit pas à une intervention du style, justement, à Caracas, celle qui a mené à la capture de Maduro. Parce que les Cubains, quand même, sont plus coriaces. Hein? Je l'évoquais, tu remettais ça un peu en doute, Francis, avec l'intelligence artificielle qui change effectivement la manière de se battre finalement. Mais les Cubains sont des gens un peu plus coriaces qui préparent finalement depuis la révolution une invasion américaine. Donc, ils se préparent à ça depuis des années. Donc, et moi, je le croirais aussi. Les Cubains sont assez étonnants. Les services de renseignement cubains ont quand même déjoué de nombreux attentats contre Fidel Castro. C'est assez étonnant quand même les compétences des Cubains à travers toute cette crise humanitaire. Avec les ressources qu'ils ont, c'est quand même assez incroyable. Le génie cubain, d'une certaine façon. Là. Donc, bref, pour nos compatriotes qui veulent se rendre encore dans l'île, il y a plusieurs reportages cette semaine de gens qui étaient encore contents de prendre de la bière à l'aéroport de Québec ou de Montréal en attendant leur vol. Écoutez, là, il y a 2 semaines au Libre Podcast, moi, j'étais encore assez sceptique. Je peux continuer à y aller, vous allez vivre une aventure. Là, je vous dirais que ça commence à être pas mal plus risqué. Là. Et peut-être que le Mexique est une meilleure destination pour nos auditeurs. De toute façon, eux qui ne sont peut-être pas en accord idéologiquement avec la direction du régime. Effectivement, et c'est un des points abordés dans l'entrevue en conclusion, les répercussions sur le tourisme. Parce que, évidemment, c'est le Mexique et la République dominicaine qui vont beaucoup bénéficier, en fait, de la perte de ces touristes canadiens à Cuba. On sait que les Canadiens, c'est la moitié quand même encore du tourisme à Cuba. Donc, le Canada est un poumon économique, finalement, de l'île. Donc, il y a des transformations, c'est ça, importantes à prévoir sur le plan du tourisme. C'est quand même assez important sur le plan économique. On sait que le tourisme est une industrie économique structurante. Et par exemple, il nous parle aussi des vols, c'est-à-dire les seuls vols qui seront en mesure de voler, sans euphémisme, à Cuba, sont ceux qui vont partir beaucoup de Mérida, de Cancun, parce qu'ils vont avoir suffisamment de carburant pour se rendre et revenir. Donc, apparemment que le rôle des aéroports, comme celui de Cancun, vont devenir plus important aussi
depuis en l'absence de carburant là, à Cuba. Donc, tellement de répercussions causées par ces nouvelles pressions américaines. Cuba traverse une crise pire que celle qui a suivi la chute de l'URSS. Un article de Jérôme Blanchet-Gravel à lire sur Libremédia ou libre-media.com. Et en terminant, mon cher Jérôme, a été publié cette semaine au grand public, puisqu'il était disponible pour nos abonnés uniquement depuis déjà 2 semaines, le documentaire Démantèlement. Alors, parle-nous un peu de la réception, les différents commentaires que tu as reçus de ce documentaire que tu signes comme journaliste. Les gens sont très enthousiastes. Écoute, on vient tout juste de le lancer grand public. C'est notre gros morceau, c'est notre pièce maîtresse de début d'année à Libremédia, début d'année 2026. Donc, les gens sont étonnés aussi, je l'avais dit dans une courte vidéo. Vous allez voir, il y a beaucoup de parallèles à faire avec le Québec, mais les gens acquiescent. Là. C'est-à-dire, effectivement, ils voient toutes sortes de parallèles avec le Québec. Ils voient ça. C'est un documentaire un peu en forme d'avertissement aussi. Bon, toute la question de l'inflation, c'est un documentaire un peu à volet économique. Forcément, on s'est entretenu avec des économistes, notamment le mentor économique de Milei, M. Benegas Lynch. Donc, c'est un peu... c'est ça, un avertissement et c'est considéré comme tel par des internautes qui voient... c'est ça, une leçon. Hein? C'est-à-dire l'Argentine, c'est une leçon à tirer pour les pays occidentaux, mais particulièrement pour le Canada qui vit un peu dans l'illusion de sa prospérité éternelle. On continue à imprimer de l'argent, etc. Donc, on peut faire une lecture finalement québécoise de ce qui s'est passé en Argentine. Et le fameux péronisme ressemble un peu au modèle québécois, c'est-à-dire l'emprise de l'État dans tous les secteurs. Donc, non, je suis très content et on espère évidemment que ça va continuer en termes de vues, mais on est assez optimiste. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, Jérôme, bon week-end à toi. Bon week-end à tous nos auditeurs. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.